Alors on va faire... Voilà, pour la halakha, c'est un truc qui a... sujet qui a plus rapport avec la paracha de la semaine dernière que celle-là. Dans Miketz, où Yosef il leur a dit qu'il allait cuisiner pour eux. Il a dit préparez-vous parce qu'on va manger ensemble. Et ils ont déjeuné ensemble à midi, quoi. Comme il dit Rachid, déjeuner, il dit dîner. Il dit dîner. Nous, c'est le soir. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, au temps de Rachid, c'est le repas du midi qui s'appelait. Bon, l'homme échané, c'est du vieux français. Et donc là, on apprend les lois de la cuisson. Maintenant, il y a une... Alors, on va parler de ce qu'on appelle le micro-ondes. Microgale, ok? Microwave, microgale, micro-ondes. Alors, le digne du micro-ondes, il y a une discussion. Est-ce qu'il correspond à une cuisson normale, comme si on travaillait sur du feu normal, ou il a un statut particulier? Ça, c'est la définition du micro-ondes. D'accord? Alors, par exemple, si un non-juif cuisine dans un micro-ondes, est-ce que ça s'appelle cuisson goy ou pas? D'accord? On parle de prendre un aliment cru et de le cuisiner dans le micro-ondes. On ne parle pas pour l'instant de réchauffer, on parle de cuisiner. D'accord? Alors la plupart des décisionnaires, ils disent que oui. Que c'est toute une innovation dans la halakha. Tout ce qui est façon de cuire à chaque époque, ça s'appelle cuire. Même si ça ne correspond pas à la cuisson du Moyen-Âge ou du Tanakh, qui était avec du vrai feu et du vrai bois, etc. Alors il y en a qui disent, étant donné que le résultat, c'est cuit. Peu importe comment on est arrivé à ça, c'est cuit. Donc le décret qu'on a eu de ne pas manger de cuisson d'un goy pour éviter les mariages, etc., resterait si un goy l'a cuisiné au micro-ondes. Donc si par exemple quelqu'un se fait inviter chez un ami goy, et puis il propose de manger, alors, il dit bon, les boîtes de conserve qu'il va ouvrir, c'est pas un problème. Maintenant, s'il me cuisine quelque chose au micro-ondes, par exemple c'est un micro-ondes neuf où il n'y a pas de problème de risque de lait, de viande, etc., ou de cochon, il aurait pu dire bon, bah, c'est pas grave, c'est pas le gaz, c'est pas le feu. Malgré tout, puisque le résultat c'est que ça cuit, il n'aurait pas le droit de manger avec lui cette cuisson au micro-ondes. D'accord? Deuxième, maintenant, si c'est on fait chauffer la chose, on réchauffe. Alors, réchauffer au micro-ondes, là, il n'y a aucun problème. Si c'est un goy qui le fait, ou un juif qui le fait, parce qu'il y a un principe dans la halakha qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson. Donc, comme c'est déjà cuit, donc on peut recuire. Et c'est ce qui se passe dans les avions, par exemple. Quand vous commandez un repas cachère dans un avion, où il y a les hôtesses de l'air ne sont pas juives ou alors ne sont pas religieuses, donc le plat, il arrive sous vide, enfin enfermé protégé par un papier d'aluminium, etc. Et l'hôtesse ou le steward, il chauffe ça dans les micro-ondes de l'avion. Et c'est évident que les micro-ondes de l'avion, ils sont pas cachers dans la plupart des vols et la plupart des plats. Et malgré tout, on permet. Pourquoi? Parce que là, c'est d'abord fermé hermétiquement, et ça n'est pas une cuisson, c'est simplement un réchauffement de l'aliment. Sinon, personne ne pourrait manger dans les avions. Sinon, on serait obligé de demander le plat
le plat froid du congélateur. On voit bien que les gens mangent chaud. Et ça vient que la halakha fixe que le fait de réchauffer dans un micro-ondes, ça ne s'appelle pas chauffer. D'accord? Maintenant, pour Shabbat, par exemple, est-ce que vous avez le droit de chauffer pour Shabbat? Vous mettez sur minuterie, voilà, minuterie du micro-ondes, ou alors une minuterie supplémentaire, et vous faites chauffer pour Shabbat. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Alors on dit qu'effectivement, il y en a qui disent comme ça ne représente pas la façon de chauffer dont la halakha a parlé, donc il n'y aurait pas de problème. D'accord? Puisque ça n'est pas le feu, ça ne ressemble pas à du feu. Et il y en a d'autres qui disent mais non, ça nous est égal, comme on a vu pour la cuisine goy, à partir du moment où le résultat c'est que ça a chauffé, peu importe le moyen qu'on a utilisé. Et donc la plupart des décisionnaires ils interdisent de faire chauffer quelque chose avec une minuterie installée déjà à l'avance pour Shabbat. D'accord? Également, si c'est un cas qui peut arriver, vous avez acheté de la viande, enfin, disons du foie par exemple. Vous avez acheté du foie congelé et vous voulez le décongeler pour le cachériser ou pour le faire sur le feu. Alors pour le décongeler plus vite, vous le mettez dans un micro-ondes. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Alors on dit c'est un problème parce que toute la raison pour laquelle on permet dans les restaurants par exemple de prendre de la viande qui n'est pas cachérisée ou du foie qui n'est pas cachérisé, qui est congelé, c'est uniquement dans le cas où vous allez le faire griller tout de suite. On estime, si vous voulez, que le voyage par avion, c'est comme si on avait fait une photo, on avait figé le foie ou la viande. Donc, quand on la décongèle, naturellement, et qu'on la fait sur le feu, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous aviez, quelques heures après l'abattage, cuisiné sur du feu de la viande. Donc, les restaurants qui ne sont pas la méadrine se permettent de faire ça. D'accord? Mais là, on dit, là, il y a un problème, c'est que c'est du décongélage au micro-ondes. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, vous l'avez commencé à le cuire avant de le mettre sur du vrai feu. Et donc, il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de faire ça. Et là, en général, on dit, celui qui a fait ça, il faut qu'il téléphone à un rave pour savoir dans quel état de décongélation il était quand on l'a mis. Quel a été l'impact du micro-ondes sur le foie ou la viande. D'accord? Mais en règle générale, il faut éviter de faire ça. Il faut prendre son temps, de laisser se décongeler la chose, soit à l'eau chaude ou simplement en le laissant dehors, que plutôt d'utiliser un micro-ondes. D'accord? Donc, en plus, tout ce qu'on a expliqué jusque-là, c'est dans un micro-ondes qui est utilisé ou en tant que khalavi ou en tant que bassari. D'accord? Il y a toute une grande discussion au début du micro-ondes, enfin au début en Europe et en Israël, parce qu'en Amérique c'est très vieux. Au début du micro-ondes, les gens disaient, puisque ce n'est pas vraiment une cuisson, c'est les vapeurs qui sont le risque, mais la cuisson elle est faite par une attaque d'ondes directement sur l'aliment lui-même, et donc les vapeurs qui se dégagent ne seraient en vérité pas signifiantes. Elles n'ont pas tellement de valeur, donc tu pourrais nettoyer et passer du khalav au bassar et du bassar au khalav. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas tout à fait exact. Il y avait un aspect cuisson dans le micro-ondes. Donc, on estime que tu dois choisir ou bassar ou khalav. Tout ça, on parle de quoi? Dans le cas où c'est
tel que c'est, tel quel. Et si vous l'avez emballé convenablement dans un double emballage, ou dans une boîte en carton, une boîte en un Tupperware, etc. Donc tout ça, ça change le din, puisque les vapeurs ne pénètrent pas quand il y a une couverture. Les vapeurs ne pénètrent pas. D'accord? Donc si vous résumons-nous, si vous avez un micro-ondes, si c'est pour cuire et pour utiliser en règle générale, il faut que ce soit ou viande ou lait. D'ailleurs, on voit ça à propos de Pessar, par exemple. Vous avez, par exemple, vous décidez, avant Pessar, vous dites, tiens, j'ai un service, j'ai des casseroles ou des cuillères ou des fourchettes khalavi, mais je m'en sers jamais en khalavi, je vais les faire passer en bassari. D'accord? Alors, le Chacham Tzvi, qui est un décisionnaire du XVIIe siècle, très connu, le Chacham Tzvi dit on n'a pas le droit de passer de bassar en khalav, khalav en bassar, comme il y en avait qui faisaient à l'époque. Comme les gens n'avaient pas de vaisselle, alors par exemple ils voulaient manger khalavi, alors ils cachérisaient leur vaisselle bassari et ils mangeaient khalavi. Et après ils recommençaient. Ils faisaient du yo-yo. Le Chacham Tzvi dit il faut pas faire ça. Parce que c'est très imprudent parce qu'on risque de faire mal le changement, ne pas attendre les 24 heures, pas attendre les bouillontages, etc., etc. Mais on le permet si c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. J'ai décidé, une fois pour toutes, que mon khalavi veut devenir bassari, ou mon bassari khalavi ou parvé. Si j'ai décidé une fois pour toutes de changer, j'ai le droit. Mais pas de rechanger encore une fois. Donc si à Pessar, vous avez l'intention, ça y est, cette vaisselle-là, je ne veux plus qu'elle soit khalavi, je ne m'en sers pas, donc je la cachérise une fois pour toutes, là vous avez le droit. Donc c'est la même chose pour le micro-ondes. Ça ressemble au micro-ondes. On dit la même chose, si tu as un micro-ondes khalavi, laisse-le khalavi. Si il est bassari, laisse-le bassari. Maintenant, si ton micro-ondes ne sert pas à cuire, mais ne sert qu'à réchauffer, tu as le droit, si tu prends les précautions de l'emballer comme il faut, de le faire ou bassari ou khalavi ou parvé, parce qu'effectivement, quand c'est emballé, la crainte qu'on a des vapeurs n'existe plus. On ne craint pas que les vapeurs soient tellement pénétrantes que ça va rentrer à l'intérieur de l'emballage que vous avez mis. D'accord ? Tout ça, c'est des problèmes modernes, puisque dans l'histoire, il n'y a jamais eu en général, on cuisinait directement. Et comme vous m'avez téléphoné l'autre fois, on évite, bien qu'on ait le droit, on évite de cuisiner dans un même four du lait et de la viande. On évite, bien qu'on aurait le droit de le faire. Si on dit qu'il y a deux compartiments bien distincts, on estime que les vapeurs ne vont pas se mitiger. Seulement, on évite de le faire parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des projections. Quand le feu est chaud, il y a des projections d'un endroit à l'autre. D'accord ? Et donc, bien qu'on permette, si vous avez cuisiné par exemple un gâteau dans un four de viande, aujourd'hui, avec les fours qu'on a, même bien qu'il soit un four de viande, on estime qu'il n'y a plus de viande. Donc quand vous cuisinez un gâteau parvé, il n'y a pas de problème de le manger avec du lait par la suite. Puisque la chaleur est tellement forte aujourd'hui qu'on estime que même s'il y avait des vapeurs ou des éléments de graisse qui resteraient, n'ont pas la force de rendre bassari ou khalavi l'aliment lui-même. Et donc à ce moment-là, l'aliment reste parvé s'il a été cuisiné parvé. D'accord ? Alors les fours de leur temps, les fours étaient très très peu fiables.
D'abord, ils étaient très peu hermétiques, donc la chaleur s'en allait très facilement. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la chaleur n'était pas suffisante pour brûler tout ce qu'il y avait autour, etc. Donc, ça faisait très peur. D'accord? Si vous avez vu dans les campagnes, il y a encore des fours comme ça, où on glisse le pain, etc. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est pas très... C'est pas brûlé, quoi. Il y a plein de choses qui restent accrochées. Donc c'est dangereux. Et dans nos fours à nous, qui sont hermétiques et qui sont très très chauds, on estime que dès que la porte est bien fermée et que ça a été préchauffé surtout, en général on préchauffe avant de... On laisse quelques instants, quelques minutes, chaud pour que le four soit très chaud. Donc on a en plus enlevé tous les risques qui pouvait encore être resté de la cuisson précédente disparaissent. D'accord? Et surtout si vous avez attendu 24 heures, etc. Donc voilà le problème. Maintenant, comment cachérise-t-on en micro-ondes? D'accord? Par exemple, vous voulez le faire passer une fois pour toutes du khalav en bassar, puisque vous l'emballez pas, vous le laissez comme ça. Donc vous voulez qu'il soit ou bassari ou khalavi. Alors entendu, quel était le système qu'on utilisait avant? C'était le système de l'eau bouillante. Vous mettez de l'eau et vous faites bouillir cette eau dans le micro-ondes. Donc automatiquement l'eau va s'évaporer. En chauffant, elle va s'évaporer et elle va nettoyer le contour du micro-ondes, et donc vous n'avez plus qu'à nettoyer les vapeurs qu'il y a autour. Et comme nous aujourd'hui on a des produits très, très corrosifs, il suffit de bien passer un coup de liquide blanc là, corrosif à froid dans le micro-ondes, et c'est évident qu'il n'y a plus aucun signe de viande ou de lait. D'accord? Donc si vous avez le moindre doute, par exemple, vous avez essayé de mettre une tarte au lait, ou alors un gratin au fromage, et vous vous rendez compte après que effectivement il y avait des trous dans le Tupperware, où il y avait des trous dans les plastiques que vous avez mis. Dis-donc, c'est pas sérieux, ça, c'est peut-être pas hermétique. Donc, pour plus de précautions, vous préférez cachériser votre micro-ondes pour la fois d'après. Donc, vous utilisez un verre, vous faites bouillir, et vous nettoyez comme ça. D'accord? Donc, un micro-ondes ne peut être bassari ou khalavi que si vous l'emballez, évidemment. Si vous emballez ce que vous mettez dedans. Maintenant, autre cas de figure, intéressant, vous voulez cachériser de la vaisselle, par exemple. Vous avez un doute, ou même une certitude, que vous avez des fourchettes ou des cuillères ou une marmite, vous savez pas trop, si c'était pas ça, halal, etc., vous voulez cachériser ça. Vous voulez faire une agala, ce qu'on appelle une agala. C'est-à-dire, dans la cachérisation, c'est comme vous utilisez, vous cachérisez. Si c'est au four, au feu vif, il faut feu vif, ce qu'on appelle l'iboul. Si c'est eau chaude, eau chaude. Si c'est à froid, froid. Comme vous l'utilisez, vous le cachérisez. Parce que comme il est utilisé, il recrachera ce qu'il a éventuellement absorbé. Donc vous avez des fourchettes, des cuillères, etc. Vous dites, oh là là, je sais pas trop, les enfants sont embrouillés, ils ont cuisiné des omelettes, je sais pas si c'est bassari, khalavi, allez, je vais cachériser toutes mes fourchettes, toutes mes cuillères, comme ça, elles sont parvées, je suis tranquille. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites bouillir une bouilloire, brûlante, vous mettez vos fourchettes et vos cuillères en même temps, et vous faites la gala. Faut pas que ça trempe dedans? Pas forcément, ça dépend comment vous les utilisez. Si c'est des kélim qui bouent, une marmite par exemple, comme ça boue, donc évidemment il faut à nouveau faire bouillir la propre marmite. Mais si c'est des fourchettes et des cuillères, ça ne trempe pas.
puisque les utilisations de temps en temps de tremper dans la marmite sont très rares. Le rove du temps, les fourchettes et cuillères, c'est utilisé à table. Donc il n'y a pas besoin, on n'exige pas une agala réelle, puisque c'est pas à moins d'une louche, comme les louches qui restent tout le temps dans la soupe, par exemple, ça oui. Ça reste tout le temps, donc il faut la cachériser à l'intérieur de l'eau. Mais les fourchettes, couteaux, cuillères qu'on utilise à table, même quand vous piquez dans un truc brûlant, c'est de temps en temps. Donc on ne va pas vous exiger de faire bouillir ça dans une marmite. Donc vous prenez une bouilloire et vous déversez cette eau brûlante sur vos fourchettes cuillères. Est-ce que vous avez le droit de faire bouillir de l'eau au micro-ondes pour faire ça? Alors on te dit non. Comme on a dit tout à l'heure, que le statut du micro-ondes, c'est pas vraiment un statut de cuisson réel, bien qu'on soit rigoureux avec le goy, on dit puisque c'est pas un statut de cuisson réel, donc on ne peut pas venir inventer une nouvelle halakha que les Chachamim nous ont fixée. Les Chachamim t'ont dit, comme tu l'utilises, tu le cachérises. Comment tu l'utilises? Avec de l'eau normale, brûlante. Alors tu prends de l'eau normale brûlante. Et tu ne prends pas de l'eau de bouillie au micro-ondes. Même si ça t'est plus facile, tu mets le truc, quelques secondes après c'est brûlant, on ne te permet pas de cachériser avec ça. Pourquoi? Parce que c'est le côté bizarre de la cuisson au micro-ondes qui ne s'appelle pas vraiment bichoul. D'accord? Mais si lui-même, le Kéli, il avait été utilisé au micro-ondes, d'accord? Si tu as un Tupperware en plastique dur, par exemple, et tu l'as utilisé au micro-ondes tout le temps, et tu veux le cachériser celui-là, parce que je dis peut-être il y avait des trous dans le couvercle, je ne sais pas si les vapeurs de Khalavi ne sont pas rentrées dedans, ou Vassari, je voudrais cachériser mon Tupperware, c'est dommage. Comme c'est du plastique dur, donc il ne va pas fondre. Donc tu peux, comme il est utilisé au micro-ondes, être cachérisé avec de l'eau du micro-ondes. Ça, c'est la permission qu'on a. Voilà, pas de questions? Voilà, c'est facile. Surtout qu'on a l'habitude. Voilà, donc c'était lié avec la paracha plutôt de Miketz que de la paracha de Vaïgash. Maintenant, Vaïgash, c'est une paracha qu'on lit toujours après Hanouka, et dont l'événement essentiel, c'est la rencontre entre Yehuda et Yosef, d'accord? Yehuda et Yosef qui vont se rencontrer. C'est pour ça que la Haftara, c'est ce qu'elle a retenu. La Haftara nous raconte l'histoire de la fin des temps, où on nous dit là-bas qu'il y aura deux arbres. Il y aura l'arbre de Yosef, Ephraïm, Yosef, et l'arbre de Yehuda. Ça représente les deux royautés qu'il y a eu dans le Ham Israël à travers l'exil. La royauté de Yosef, la royauté de Yehuda. Et on dit à la fin des temps, les deux arbres vont se regrouper et il va sortir un arbre unique. C'est l'arbre de Yehuda qui va diriger l'arbre de Yosef. C'est-à-dire que la royauté de Yehuda va, sauf comme on dit, après avoir toujours une rivalité entre Yosef et Yehuda, puisqu'on voit avec le schisme, que la royauté de Yehuda, elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré une génération, 2 générations, David et Shlomo. Juste après, le fils de Shlomo, Rechavam, qu'on appelle Roboam en français, Rechavam, il s'est fait doubler par Ravam ben Nevat, qui a fondé le royaume d'Israël. Donc il y a eu un schisme tout de suite après David Shlomo, 3e génération, schisme. Yosef n'a plus accepté la royauté de Yehuda, et il a emporté avec lui 10 tribus. Donc il y a eu le royaume d'Israël qui comportait 10 tribus. En rivalité avec le royaume de Yehuda qui ne comportait que 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Et ça a duré jusqu'à la fin du premier temple.
Et les prophètes, ils ont accepté cette séparation. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de prophètes qui prophétisaient dans les deux camps. Des fois, ils prophétisaient pour Israël, des fois, ils prophétisaient pour Yehuda. Il y avait une concurrence acceptée des deux royaumes. Mais ça a mal tourné, puisque le royaume de Yosef s'est fait exiler en premier par Nebuchadnezzar, et après le royaume de Yehuda. Et là, on te dit, cette rivalité qu'il y a eu entre les deux frères, et les deux styles de tribus, va s'arrêter à la fin des temps. À la fin des temps, il n'y aura que Yehuda qui sera roi sur tout le monde. C'est-à-dire que même Yosef acceptera Yehuda. D'accord? Donc ça, c'est l'Haftara, et c'est la paracha, c'est l'essentiel de la paracha, c'est l'arrivée des frères de Yosef avec Yehuda. Donc on voit bien que c'est une paracha un peu prophétique qui annonce toutes les aventures du Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Maintenant, le Talmud, lui, carrément, il prend ça sous un aspect beaucoup plus particulier. Le Talmud, il dit Yosef, c'est l'étude. Et Yehuda, c'est l'action. Yosef, c'est l'étude, et Yehuda, c'est l'action. D'accord? Yehuda, c'est la malchoute, donc ça veut dire le pouvoir de gérer le monde, donc c'est l'action. C'est pas la théorie, le Beth-Midrash, la philosophie, c'est le concret. L'étude mise au concret. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le patriarche Yaakov, il envoie en Égypte Yehuda pour fonder la yeshiva dans laquelle ils étudieront jusqu'à la fin de la galoute. Et tout le monde pose la question, pourquoi il a demandé à Yehuda? Il ne pouvait pas demander à Yosef, il était déjà là-bas. Alors il dit non, parce que Yehuda, il étudie la Torah concrète qui mène à l'action. Yehuda, c'est le Shulchan Aruch, c'est la Torah qui mène à l'action. Alors que Yosef, c'est l'étude pour l'étude, la théorie. Et donc comme Yosef, il était lié avec l'étude théorique, dans l'action, il ne mélangeait pas son étude, il gérait l'Égypte pas avec c'était pas l'essentiel de son fonctionnement de gérer l'Égypte avec la Torah. Il gérait l'Égypte et puis en même temps il étudiait. Il restait la tête dans la Torah, mais il gérait l'Égypte d'après les lois économiques normales. Donc il était plus habilité, Yehuda, lui, à être nommé comme fondateur d'une yeshiva, puisque Yaakov s'est inquiété, il s'est dit en galoute, on a besoin d'une Torah de l'action. Comment réagir voilà, le micro-ondes, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai le droit de manger avec des goïms? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment fonctionne-t-on dans ce monde-là? Quand ils étaient en Israël, ils pouvaient faire de la métaphysique, ils étaient bergers, etc. Mais quand tu es dans Galoute, l'essentiel c'est de réagir, c'est savoir comment se comporter. Vous connaissez l'histoire du Chafetz Chaim que je vous ai raconté plusieurs fois. Que le Chafetz Chaim, il y avait un monsieur, il était shochet. Et il en avait marre d'être shochet. Il disait, en hiver il fait froid, il faut abattre les bêtes au petit matin, il fait très froid. Il fait chaud, ça sent mauvais. J'en ai marre d'être shochet, je veux changer de métier. Alors il va voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ouvrir une macolette, épicier. Au moins, tu ouvres à des heures normales, tu fermes à des heures normales, tu es au chaud, c'est bien. Alors il dit, non, je te laisse pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que shochet, c'est quelques paragraphes dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il ne faut pas éviter de faire. C'est rapide. Apprendre Shrita, c'est vite fait. Mais apprendre le commerce,
C'est tout le Shulchan Aruch Roshen Mishpat. Pas tromper son voisin, pas tromper son prochain, pas tromper le client, ne pas faire un bénéfice trop fort. Il y a des lois trop compliquées. C'est trop compliqué pour toi, tu vas faire plein d'avérantes. Reste chochette. Donc on voit bien que, alors que les gens ils auraient dit, ah, c'est rien, Marguerite Macolette, qu'est-ce qu'il y a, tu mets du chocolat, pas du tout. À chaque détail, tu peux tomber dans des interdictions très graves. Par contre, vendre un produit après la date, ou le vendre plus cher que tu n'aurais dû, faire du crédit à quelqu'un qui ne peut pas payer, alors après il va être un voleur, enfin, tu rentres dans des problèmes halachiques énormes. Donc de là, on voit que quand on s'occupe dans ce monde-là, quand on est confronté à ce monde-là, eh ben, tu as intérêt à connaître la halakha, la Torah vue par la halakha. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous avez remarqué ou pas, la plupart des descendants de Yehuda, ils s'occupaient d'halakha. Le Rambam, Rashi, etc. Les gens qui s'occupaient d'halakha, ils sont très souvent descendants de Yehuda parce qu'il y a besoin de vivre dans ce monde-là quand on s'appelle Yehuda. Et on est adapté à ça. Et c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit Yosef, c'est l'étude, Yehuda, c'est l'action. Et la Gemara demande qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action? Alors on dit l'étude est plus importante parce qu'elle mène à l'action. Ça veut dire, si on te dit action, tu vas dire, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que tu veux. Alors que si tu fais l'étude, tu vas dire, ah bah, alors il faut agir. J'ai appris comment on met les films, maintenant il faut les mettre. J'ai appris comment on ne doit pas voler son prochain, alors allons-y, pratiquons ça. Donc si on ne te fait faire que l'action, tu ne vas rien faire du tout, tu ne vas rien comprendre. Si je ne te dis pas la raison d'une halakha, tu vas dire, je ne sais pas ce qu'il veut. Donc je te fais faire de l'étude pour que tu arrives à vouloir l'action. Et on dit qu'à la fin des temps, c'est ça l'intérêt de Vaïgash, à la fin des temps, on dit que les êtres humains, enfin les juifs, ils seront surtout branchés sur le principe de l'action. Comme on le voit dans nos générations à nous, que la plupart du temps, ce que les gens intéressent, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Quand vous allumez les bougies de Hanouka, avant de savoir l'historique et la philosophie qu'il y a derrière, vous dites, attends, à quelle heure je les allume, avec quoi, qu'est-ce que je mets, qui c'est qui doit faire les gestes, quoi. Avant de vérifier la théorie de la chose, je dis tachlès. Comme voilà, le micro-ondes. Vous ne m'avez pas demandé en profondeur d'où vient la comparaison avec le micro-ondes avec le feu ou pas le feu, etc. Ça ne vous intéresse pas tellement comment on est arrivé à ces conclusions. Les gens aiment bien l'action. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu moderne, on dit toujours tachlès. En dernière ligne, qu'est-ce que tu veux? Donc on se branche énormément dans le monde de l'action parce que c'est ce qui nous intéresse, à nous les gens de la fin des temps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit la rencontre de Yosef et Yehuda, c'est que jusqu'à ce moment-là, il y avait Yosef dans son monde de la pensée, et Yehuda dans le monde de l'action, puis Tom ils se rencontrent. Et on te dit, c'est pas seulement qu'ils se rencontrent, mais un jour va venir où Yehuda il va être plus important que Yosef. Ça sera plus important d'être un homme d'action que d'être un homme de pensée. Je comprends pas comment on peut dire de Yosef que c'est un homme de pensée et qu'il était super actif. Enfin, il dirigeait comme l'Amérique aujourd'hui. Oui, mais il était dans son monde à lui. Il n'était pas branché sur la halakha active.
comprenez? C'était pas un dayan. Il ne s'occupait pas de dayanout. Comment gérer le pays d'après les lois de la Torah. Il y avait là sa Torah qu'il avait étudiée, même la Kabbalah avec son père, etc. Et puis le chidouche de Yosef, c'est que bien qu'il était dans les mondes supérieurs, les sphères supérieures, il était capable d'être concret. C'était pas un dayan, un posek, comme le Rav Shlomo Zalman, qui va vous dire est-ce qu'on peut ouvrir un frigidaire Shabbat, ou est-ce qu'on doit, quand on opère quelqu'un, est-ce qu'on doit l'opérer comme ça? C'était pas une Torah qui descendait dans le monde de la halakha. C'était la Torah malgré le monde physique où il vivait. Il était dans la Torah. Comme les gens de Mir, par exemple. Les gens de Mir, ils étudient ici des années, après ils retournent en Amérique ou en Angleterre, et ils sont diamantaires, ou ils sont hommes d'affaires, etc. Donc ils ont leur cours de Torah, ils continuent à avoir leur cours de Torah, mais ils ne vivent pas dans leur monde de business. Ils ne vivent pas la halakha. Ils sont dans le business, par exemple. Ou ils sont docteurs, ou ils sont avocats, ou ils sont diamantaires. Donc ils ont leur cours de Torah, et puis le monde ils vivent d'après les règles de la Torah. Bien sûr, ce ne sont pas des voleurs et des bandits, mais ce n'est pas des poskim. Ils n'ont pas de pouvoir de décision. Quand ils ont un problème dans le business, ils téléphonent à un posek pour savoir qui a raison. C'est Reuven, Shimon, comment je fais? Donc Yosef, il était dans son monde de la Torah, et malgré tout, il était concret. Mais il n'a pas fait descendre le monde de la Torah dans lequel il vivait dans le monde de l'action. Il faisait pas il apprenait pas aux Égyptiens et aux gens à faire les mitzvot comme Yehuda leur a appris au Bnei Israël et aux Lévi'im. C'est deux guichottes différentes. Il y a d'ailleurs un bon mot pour terminer, quoi, un mot amusant. On dit que dans les yeshivot, la plupart des yeshivot, ils peuvent étudier la même Gemara pendant des semaines et des semaines et des semaines sur la même page. C'est quelque chose qui ne mène pas à l'action, quoi. Il reste théorique. Et alors on dit que pourquoi Yaakov il a demandé à Yehuda de fonder la yeshiva et pas Yosef? Parce qu'il dit, quand Yosef il a voulu lui montrer qu'il était encore dans la Torah, qui n'était pas assimilé, il lui a envoyé des charrettes. Et avant de se quitter, ils étudiaient la loi de la Egla Aoufa, la génisse, à qui on fracasse la tête si quelqu'un est parti sur la route et qu'il est mort. Et donc, Egla Agala, il a voulu lui faire une allusion tout de suite à son père. Tu sais, papa, ce qu'on a étudié il y a 20 ans, je ne l'ai pas oublié, hein, je suis encore dans la même histoire. C'est-à-dire, s'il avait été assimilé complètement, ça y est, c'est du passé, ce que j'ai étudié avec mon père. Maintenant, je m'occupe de l'Égypte, je n'ai pas d'Ocha fouetté que m'occuper de la génisse. Et puis, il a vu les agalotes, il a dit, oh, mon fils, il est encore dans la même étude qu'il y a 20 ans. Bravo. Il a dit bravo, mais il a dit, oui, d'un autre côté, mais s'il est encore dans la même étude qu'il y a 20 ans, il n'étudie pas de la Torah de l'action. Il étudie de la Torah il réfléchit encore sur le même sujet. Il aurait dû passer à d'autres sujets. S'il est encore dans le sujet d'il y a 20 ans, c'est que c'est un gars de yeshiva, c'est pas un gars d'halakha. Et c'est pour ça que le mouvement actuel, le courant actuel dans le monde de la halakha, dans le monde de la Torah, c'est justement d'ouvrir de plus en plus de yeshivot et de structures pour apprendre la halakha. Les gens veulent savoir, nous, comment on cachérise une vaisselle, comment on se comporte au niveau halakhique. Pas seulement, vous avez des gens des yeshivot qui connaissent bien les Gemarot, vous leur demandez une halakha, comment on fait les Tiyat Yadayim, ou qu'est-ce qu'on fait si on a fait Geffen, si on a fait Sheakol sur la limonade, ils savent pas. Et ne me dites pas non, à plus que ce point-là. Ouais, la plupart du temps, la plupart des jeunes, enfin des gens, même des vieux,
et s'ils n'ont pas commencé à étudier la halakha concrète, ils sont très forts dans la théorie, mais pas dans la pratique. C'est pour ça que on vous dit que à la fin des temps, on verra la supériorité de l'action sur la pensée. Et il ne faut pas s'endormir là-dessus, il faut être concret. C'est-à-dire même dans la vie, il faut savoir que chaque chose qu'on fait doit avoir une application halachique. Pas dire oh, bon, je sais pas, c'est peut-être comme ça, moi je vais faire comme ça. Ah non, non, dans la halakha, c'est pas comme ça. Tu dois réfléchir à chaque instant si tu es dans la halakha ou pas. Je me rappelle de cette discussion qu'il y avait. Quand vous avez des fausses pièces, par exemple, qu'est-ce que tu fais avec des fausses pièces? Tu les jettes, tu vas à la banque. Ouais, alors on vous dit non, non, Alpi halakha, c'est une grande surprise. Alpi halakha, tu peux les refiler, puisque ça tombe. Tu peux les refiler au suivant, quoi. Puisque tout le monde le fait. Tout le monde le fait, alors le dernier commerçant qui va le faire, il va lui mettre à la banque les rendre. Mais vous auriez dit, ah, donc j'ai perdu 10 shekels. On m'a roulé. Donc il y a plein de trucs dans la halakha que vous ignorez. Et donc vous imaginez quelquefois que ce qui est grave, et en même temps on vous dit non, c'est pas grave du tout. Et très souvent on croit que c'est pas grave, et on vous dit mais c'est très grave. Donc il faut, hommes et femmes et enfants, vivre dans le monde du concret, c'est-à-dire de la halakha. Voilà. Aller voir un dayan ou pas sur la question. Pardon? Quand est-ce qu'il faut aller voir les